Bonjour, le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 20K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai des journées un peu surchargées et également parce que globalement, il se passe pas grand-chose. Le Bitcoin, il consolide. On n'a pas changé de prix depuis 2 semaines, il tourne toujours aux alentours des 20 000 $. Bref, sans plus attendre, on va passer à la cryptomap. Alors là, c'est la cryptomap du mois, juste pour jeter un petit coup d'œil. Et comme vous pouvez voir, le Bitcoin consolide, mais il y a certains altcoins qui en profitent pour pump, pour faire un petit rebond suite aux grosses chutes qu'on a eues sur les altcoins. Alors on peut notamment voir Matic qui a un joli plus 94%, QNT avec plus 126%, LDO un plus 200%, etc., etc. Uni 82. Donc, on a quand même des altcoins. On a eu quand même des opportunités sur les altcoins, surtout au niveau du trading, qui étaient très importantes. Voilà. Sur la semaine, pareil, on a pas mal d'altcoins qui ont fait des plus 10, plus 15, plus 20%. Voilà. Donc, on peut croire qu'il ne se passe rien sur le marché des cryptos, mais en fait, si on regarde du côté des altcoins, il se passe quand même pas mal de choses. On va passer au niveau du CryptoFear. Il est aux alentours des 24. Alors, ça fait maintenant quelques jours qu'il est sorti de la zone des 8-10 et qui tourne plutôt autour des 15-20. Là, il est à 24. Donc, rien de spécial à rajouter sur le CryptoFear. Il consolide également comme le Bitcoin. Le dollar. Alors, lui, le dollar, c'est autre chose. Il continue à monter. Alors, comme vous pouvez le voir, on avait au départ une ascension qui suivait à peu près, on va dire, cette trendline qui suit ma flèche verte ici et qui s'est accélérée à partir du mois de février, qui suit maintenant cette trajectoire, la petite ligne rose qui se trouve ici. Donc on a eu une accélération de la montée du dollar. On est dans la zone de rechargement de short, vous voyez le rectangle rouge du dernier mouvement haussier. Donc ça veut dire qu'il est commencé ici environ en avril 2001. Il est possible que le dollar rejoigne le haut de cette zone de rechargement de short vers les, je crois que c'est les 110, d'ailleurs c'est les 110 piles, ou pas d'ailleurs, parce que vous savez qu'en général, quand il y a un chiffre rond psychologique, soit on l'atteint pas tout à fait, soit on va le dépasser légèrement, mais c'est très rare qu'on s'arrête pile poil sur un chiffre rond. Donc, en plus là, vous voyez qu'il commence à suivre une parabole, un mouvement qui s'accélère. En général, la fin d'un mouvement parabolique, c'est souvent une chute brutale. Donc, il y a deux possibilités. Soit on va s'arrêter un peu avant cette zone de rechargement de short, soit on pourrait très bien aussi la dépasser légèrement, faire un petit fake out pour piéger tout le monde, pour pas faire croire qu'on va s'envoler, et en fait rechuter brutalement. Alors ensuite, cette chute, ça nous emmènera soit à une correction courte pour repartir de plus belle, soit une correction plus importante. Nous, bien entendu, c'est ce qu'on aimerait voir, mais on va pas hypothéquer sur les choses. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de ce qu'on a sous les yeux. On a également une petite ligne bleue ici. Vous voyez, c'est la ligne bleue où on a été rejeté la semaine dernière, voilà, avant de la casser. C'est quoi? Alors ça, c'est tout simplement les 0,38,2, mais alors, il faut passer en mensuel pour le voir, vous voyez, du sommet, ici, de toute cette chute. Donc c'était en 85, ça remonte à assez longtemps. Donc globalement, théoriquement, si on casse cette zone de rechargement de short, donc de cette chute-là, ça veut dire que, il y a de fortes probabilités qu'on fasse des nouveaux plus hauts par rapport à ce sommet et du coup, on sera plus dans le rebond de cette chute, mais de toute cette chute. C'est pour ça que je commence à regarder les fibos liés à ce sommet. Donc là, on travaille le 0,38,2. Si on casse, et quand je dis casser, c'est pas juste un fake out, mais vraiment des cassures avec des clôtures, weekly voire mensuelles de ce niveau-là, eh bien, on aura en même temps cassé les 0,38,2 et donc en général, qu'est-ce qui se passe quand on casse les 0,38,2? On va rechercher la zone de rechargement de short. Donc la zone de rechargement de short de tout ce mouvement-là se situe ici, entre les 128 et les 145. Bien évidemment, si on casse cette zone de rechargement de short, ce sera vraiment très bearish pour que ce soit les marchés traditionnels ou les cryptos. Donc on n'en est pas encore là. Comme je vous ai dit, on fait une parabole, il y a de fortes chances que, avant que ça se produise, si ça doit se produire, on a une forte chute. Et on regardera également aussi les 0,5. Donc alors, je vais vous remettre le Fibo quand même pour vous montrer. Hop, on prend le haut,
on prend tout en bas. Et vous voyez que là, on a nos 0,382, là, on a nos 0,5 et là, on a nos zones de rechargement de short. Donc, entre les 0,618 et les 78,6. Voilà. Donc, les 0,5 correspondent également au dernier plus haut. Donc, quand je vous dis que si on casse les 0,382, on doit aller rechercher cette zone, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais de temps en temps, on s'arrête au 0,5. Donc, ce serait quoi? Ce serait tout simplement un retest du dernier sommet. Pourquoi pas un double top pour ensuite partir plus bas. Quoi qu'il en soit, on continuera à surveiller ça attentivement. On arrive du coup sur un niveau important, on travaille le 0,382. C'est un 0,382 très long terme qui se regarde en mensuel, donc tant qu'on ne l'a pas cassé en mensuel, on ne peut pas dire qu'il est cassé. Et on arrive sur le haut de la zone de rechargement de short, plus un niveau psychologique des 110 $. Donc il devrait quand même y avoir de la réaction sur ces niveaux-là. Et je m'attends plus à une réaction baissière. Attention, comme je vous ai dit, on pourrait très bien la casser légèrement pour faire un petit fake out pour piéger tout le monde et ensuite avoir une grosse chute. Ensuite, le Bitcoin niveau CME pour regarder à peu près où on en est au niveau des gaps. Alors, on va zoomer un petit peu. On avait un petit gap ici, hop, qui a été fait il y a une semaine ou deux, qui a déjà été comblé, vous voyez, sur cette bougie-là. Donc celui-là, on s'en fout, on va même l'enlever, voilà. Et maintenant, on est en train de travailler le gap suivant, c'est-à-dire celui-ci, qui a eu lieu entre le 8 et le 11 juillet, qui se situe exactement à 21 600 $. Voilà, donc c'est le prochain objectif, combler ce gap. Sinon, bien entendu, plus haut, on a encore le gap au 28 800 $. Alors, 28 000 $, c'est un niveau extrêmement important, c'est tout simplement parce que c'est le bas de cette petite période d'accumulation. C'est également le bas, alors là, il faudrait reprendre l'autre graphique et dézoomer de, vous voyez, environ les 28 000 $, 28 800 $ de cette, de tout simplement ce canal assez long terme qu'on a eu pendant 1 an et demi. Donc niveau très important. Et du coup, on a un gap qui se situe ici. Donc on pourrait, si on sort de cette période d'accumulation, parce que pour moi, ça ressemble plus à une période d'accumulation que de redistribution, mais on le verra ça après, aller rechercher cette zone pour combler le gap, pour ensuite soit le casser à la hausse, soit tout simplement refaire une jambe baissière. On a toujours, si on prend les gaps baissiers maintenant, hop, le petit gap ici au 18 400 qui n'a jamais été comblé. Vous voyez, on a essayé ici, mais on ne l'a pas comblé. Et bien entendu, beaucoup plus bas, on a le gap au 9 685 $. Alors bien évidemment, un gap n'est pas comblé 100% du temps. Donc c'est possible que celui-là, on ne le comble jamais, ou qu'on aille le combler si vraiment on devait avoir une grosse chute, notamment si le dollar, comme on l'a vu, sur les gros time frames, casse cette zone-là et va rechercher beaucoup plus haut. Alors oui, effectivement, on pourrait aller rechercher beaucoup plus bas sur les cryptos. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je privilégie. Donc voilà, ça c'était pour les CME. Et pour le gap, on va passer au Bitcoin et on va passer sur le court terme. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, rappelez-vous ici, on avait une petite consolidation ici aux alentours des 28 jusqu'à 32 000 $. Je vous avais dit quoi? Que ça ressemble beaucoup plus à une redistribution qu'à une accumulation et que je m'attendais ensuite à la fin de cette consolidation à aller chercher plus bas. Bon voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant ce coup-ci, ça ressemble plus à une accumulation. Donc je m'attends, si je devais donner des probabilités, je pense qu'il y aura plus de probabilités qu'on aille chercher plus haut plutôt que d'aller chercher plus bas. Alors quand je vous parle d'aller chercher plus bas, je vous parle d'une jambe baissière comme ici. Bien entendu, on peut faire un petit plus bas par rapport à celui-là, parce que vous savez qu'une période d'accumulation, le plus souvent, ça se finit par un spring, c'est-à-dire une dernière jambe baissière pour aller chercher la liquidité qui a traîné pendant toute l'accumulation, pour sortir tous ceux qui sont en longue avant de monter. Alors on n'a pas toujours un spring, donc on n'est pas forcé de faire ce plus bas. On pourrait très bien monter avant d'aller casser les plus bas. Quoi qu'il en soit, lors de la dernière vidéo, il me semble qu'on était quelque part... on était quelque part. Ça fait 2 semaines, je me souviens plus. Bref, qu'est-ce qu'on avait vu? Quand on était là, je vous avais dit zone d'achat ici. Possible, zone d'achat potentielle, surtout pour les traders. Voilà, ce rectangle vert. Donc on est venu la chercher. Ensuite, du coup, moi je suis rentré en trade. Et ici, quand on est arrivé ici, bien entendu, j'ai pris des profits. Alors, j'avais partagé sur Twitter, vous voyez là, on est pile poil, c'est pile poil qu'on arrive sur ces niveaux-là.
Donc j'ai dit, je prends un premier take profit sécurité pour la suite que j'expliquerai en vidéo demain. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc voilà, j'avais pris un trade à 19 500 $ avec prise de profit du coup à 21 600 $. Ensuite, ici, je vous ai dit que une fois qu'on est bien entendu commencé à rechuter après justement l'atteinte de mon take profit, que ça ressemblait de plus en plus à une accumulation et que bien évidemment pour valider cette accumulation, il faudrait d'abord clôturer au-dessus des 22K et qu'il peut y avoir avant cela un retest du dernier plus bas, donc ça veut dire un retest de ce plus bas là, voire un spring. Donc on a bien eu le retest pour l'instant du dernier plus bas, vous voyez ici, donc on est retourné dans cette zone potentielle d'achat ou de trade. Donc vous avez vu deux possibilités de rentrer à l'achat. Vous aviez également cette petite trendline donc, qui jouait support. Vous voyez d'ailleurs, on est dans une sorte de petit triangle, on va dire. C'est un triangle ascendant, donc techniquement, c'est plus bullish que bearish. En général, il y a plus tendance à casser vers le haut. Il y a également un setup de trading, tout simplement parce que quand on fait 3 plus hauts consécutifs, vous voyez que là, on fait 3 plus hauts consécutifs, c'est également pour certains un moment pour rentrer en trade. Bien évidemment, si vous n'êtes pas entré dans le trade sur cette zone-là, maintenant, il vaut mieux attendre la cassure. Attention bien évidemment au fake out parce que quand on a des figures assez simples comme celle-ci, elles sont beaucoup regardées et donc les fake out euh, ont lieu très souvent. Voilà, donc il faut bien attendre si vous rentrez en trade plutôt des clôtures, voire même qu'on casse et qu'on fasse un pullback. Voilà, donc accumulation potentielle. Attention, on pourrait, comme je vous ai dit, aller une dernière fois plus bas pour au moins prendre la liquidité de ces deux niveaux-là, voire faire un vrai spring et aller même chercher la liquidité de ce niveau-là. Mais ce n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 22 000 $, rien n'est fait, donc il ne faut pas s'exciter. Si ça devait arriver, on se dirigerait probablement vers cette zone-là. Alors il y a des zones intermédiaires, mais ça c'est la zone la plus importante aux alentours des 28 000 $. Si on se met un petit Fibo pour rechercher les zones intermédiaires, tout simplement on prend le dernier plus haut, au plus bas, et on peut voir qu'on a le niveau le plus important qui est les 0,382 aux alentours des 23 300 $. Ensuite, on a le rectangle rouge, la zone de rechargement de short, vous voyez, donc c'est parfait, elle se cumule également à cette zone. Donc si on casse les 23 000, grosso modo 300 $, qui sera bien entendu la première target, eh bien on pourrait se diriger vers cette zone. Il faudra également être prudent ici, mais vous voyez qu'on n'a pas grand chose. Là, on a une chute brutale, donc en général quand on a une chute brutale, ça ne nous donne pas de résistance sur la route, donc ça m'étonnerait que les 0,5 fassent grosse résistance. Donc je pense plutôt que si on clôture au-dessus de cette zone-là, on irait rechercher bien, au moins les 0,618 aux 26 700 $. Voilà, ça c'est pour le court terme. On va donc maintenant aller voir un peu plus long terme. On va aller voir quelques indicateurs. On va jeter un œil pour savoir si la situation depuis 2 semaines elle a évolué au niveau du moyen long terme. Donc on va commencer très simplement, je pense. Vu qu'on est sur le ruban des moyennes mobiles, on va jeter un œil au ruban des moyennes mobiles. Donc on peut voir qu'il est très très haut. Donc pour l'instant, ça ne va pas nous servir à grand chose en weekly. Donc on va descendre en 3 jours. On a le bas du ruban au 24 400 $ et le haut du ruban au 32 000. Donc vous voyez, en gros, tout ça, ça va jouer résistance. Ça tombe bien parce que c'est également la dernière zone d'accumulation. C'est la zone la plus importante, la zone à casser si on veut vraiment aller faire des niveaux plus hauts. Mais pour l'instant, ça sera juste une très grosse zone de résistance. En daily, on se bat avec le bas du ruban. Voilà, donc soit ça va faire résistance pour repasser plus bas, soit on va continuer à la hausse et dans ce cas-là, il faudra faire attention au haut du ruban vers les 42 000, 24 000 $. Si on arrive à passer au-dessus du ruban, ce sera plutôt bullish. Attention, c'est pas suffisant de passer en haut du ruban. Rappelez-vous que pour avoir la confirmation, il faut également que le ruban s'inverse de tendance. C'est-à-dire là, il est en configuration baissière. C'est-à-dire qu'on a les moyennes mobiles les plus faibles en bas, donc les plus claires en bas, et les plus fortes en haut. Pour être en tendance bullish, il nous faut l'inverse, comme ceci. Vous voyez, par exemple, ici, on a une tendance baissière. On repasse au-dessus, c'est bien. La confirmation se fait ici, quand on a tout le croisement des moyennes mobiles et quand elle repasse en mode bullish, exactement comme ici. Et vous voyez, pareil, ici, on passe en dessous du ruban, donc c'est un premier avertissement. Et on a la confirmation ici, quand on a tout l'inversement des moyennes mobiles et qu'elle passe en mode bearish. Et regardez ensuite ce qui se passe. Et bien, voilà, on a une grosse chute.
Donc passer au-dessus du ruban, c'est bien, mais avoir une inversement, réalignement des moyennes mobiles dans le bon sens, c'est mieux. En ce qui concerne les moyennes mobiles par elles-mêmes, donc en daily, on est en train de, se battre avec la EMA 21. Si on, arrive à s'en affranchir, premier objectif, eh bien, la MA 50 aux 23 500 $ environ et ensuite, la MA 100 aux environs des 29 000 $, donc encore une fois dans cette grosse zone de résistance. En 3 jours, on a, ici 24 800, la EMA 21 et ensuite les autres, elles sont beaucoup plus hautes. Elles sont au-dessus de notre grosse zone de résistance, donc on ne va pas s'en occuper pour le moment. En weekly, c'est, beaucoup plus intéressant. On est en train de retester depuis, plusieurs semaines et bien tout simplement la MA 200, la fameuse MA 200 qui a marqué les bottoms précédents. Vous voyez comme ici, ici, ici et ici. Donc ce coup-ci, on l'a cassé à la baisse, pas seulement avec, des mèches, mais vraiment avec des clôtures de bougies. Donc gros support devient grosse résistance. Voilà, donc c'est pour ça que, là, on consolide et qu'on n'arrive pas à, remonter facilement, tout simplement parce qu'on a une résistance, du coup, une résistance qui date, qui a supporté le cours, pendant plusieurs années, hein, pendant 6, 7, 8 ans. Donc forcément, ça va pas être, si facile que ça à, réintégrer. Donc eh bien, quand c'est comme ça, il y a 2 solutions. Soit on va être rejeté et on va repartir à la baisse tout simplement, soit on va réussir à s'en affranchir et là, il faudra au moins 1 ou 2 clôtures pour valider, la cassure et là, ce sera, du coup, effectivement assez bullish. C'est-à-dire que ça, c'était peut-être juste un petit fake out pour faire peur à tout le monde. Quoi qu'il en soit, on surveillera ça attentivement, mais voilà, les 22 000, 22 500 $, très grosse résistance weekly par rapport à cette fameuse moyenne mobile 200. Au niveau du RSI, eh bien, alors, comme vous le savez déjà, on a notre petite trendline baissière qui se voit mieux d'ailleurs, je crois que c'est sur le CME. Elle est encore plus parfaite sur le CME, mais globalement, voilà, on peut avoir une petite trendline baissière. Donc, le jour où on cassera cette trendline baissière, bien évidemment, ce sera bullish, mais on en est encore très loin. On est en train de aussi également essayer de sortir de la zone de survente, mais c'est pas encore fait. Alors, vous savez que zone de survente, en général, c'est un très bon moment pour acheter du Bitcoin en weekly, pour accumuler du Bitcoin, parce que vous voyez que là, ici, ça avait marqué le dernier bottom. Là, ici, ça avait marqué le dernier bottom. Alors, ça ne veut pas dire que ce coup-ci, on ne peut pas aller plus bas. Ça veut dire là, par exemple, avoir une dernière jambe baissière et aller plus bas. C'est tout à fait une possibilité. Alors moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que soit cette accumulation, consolidation traîne encore un certain temps, soit qu'on ait ce fameux rebond qu'on attend pour aller, pourquoi pas, rechercher ici, et qu'on ait vraiment une belle petite mèche, enfin jambe qui se dessine ici pour avoir notre fameuse 1, 2, 3, 4 et ensuite jambe finale 5 et finir par une divergence. Alors on n'a jamais eu ce cas de figure hein, de divergence haussière en weekly. En général, les bottoms se marquent par des divergences daily ou 3 jours. Mais voilà, c'est pas parce qu'on l'a jamais eu qu'on peut pas l'avoir. Ce serait vraiment magnifique si on pouvait avoir une belle divergence haussière en weekly et qui finira également la flat. Parce que je vous le rappelle, moi, mon scénario, alors il va falloir que je retrouve le bon graphique. Ça va être un peu compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le tour des graphiques. Ok, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais prendre celui-là. On va le vider. On va enlever, on va laisser le RSI. Voilà, donc, mon scénario, c'est que, vous le savez, on est dans une flat depuis plus d'1 an. Hop là. Voilà. Et qu'une flat se construit comment? Et bien tout simplement, on a 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et ensuite 5 mouvements baissiers. Donc effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, si on regarde en 3 jours, on a déjà nos 5 mouvements baissiers. 1, 2, 3, une petite 4 et la 5. Donc il est possible que on ait déjà trouvé le bottom ici. Alors ce qui m'embête, 2 choses qui m'embêtent avec ce time frame 3 jours par rapport à cette flat, c'est que on n'a pas de divergence. Vous voyez que on peut bien compter les 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, mais vous voyez que la vague 5, elle diverge pas, voilà, puisqu'elle fait un plus bas.
également comme le prix. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir une divergence, mais la plupart du temps, il y a une divergence pour marquer le bas de la vague 5. Donc, on l'a pas, donc ça me dérange un peu. Et deuxièmement, c'est que si on regarde en weekly, donc déjà, vous voyez, ça dure depuis quand même mars 2021, ça fait 1 an et demi, donc c'est plutôt quelque chose qui se regarde en weekly. Et puis, si on regarde en weekly, par exemple, là, vous voyez que là, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça se voit très bien en weekly, les 3 mouvements. Donc, j'aurais bien aimé également voir les 5 mouvements en weekly. Donc, 1, 2, là, c'est pas suffisant. Vous voyez que là, c'est pas marqué en weekly. 1, 2, vous voyez que là on peut pas compter ça comme une vague. Vous voyez là qu'on a que 1, 2, 3. Donc, j'aurais bien aimé avoir une 4. Donc, la 4, ça peut se former soit avec un rebond, soit avec une consolidation. Mais c'est pas parce qu'on consolide latéralement que le RSI, lui, ne peut pas monter, hein. On pourrait très bien consolider autour des 20 000 $ pendant un mois, par exemple, hein. Et lui, le RSI continue à monter, donc vraiment nous dessiner cette vague 4. Et ensuite, une dernière chute. Donc, si on a consolidé, effectivement, la chute, on pourrait aller plus bas. Si on a fait un rebond, la dernière chute, on n'est pas obligé de faire un nouveau plus bas. On pourrait très bien aller retester ces niveaux-là des 20 000 $. Et sur le RSI, on aurait probablement une belle divergence. Ça, ce serait vraiment le cas parfait. C'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce que j'aimerais bien voir. Et là, on aurait vraiment de fortes convictions qu'on a trouvé le bottom, qu'on a fini notre flat et qu'on va enfin pouvoir repartir à la hausse. Hop, on va du coup revenir sur notre graphique. Donc ça, c'était au niveau du RSI. Alors, rapidement, d'un point de vue graphique, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous savez qu'on est dans un grand canal haussier qui dure depuis 2013 et que là, tout simplement, on est en train de se battre avec le bas du canal. Vous voyez, on fait petite mèche, là une petite clôture, on l'a réintégrée, là une grande mèche, on l'a réintégrée. Voilà, donc ce serait évidemment pas une bonne nouvelle si on commence à avoir des clôtures en dessous. On pourrait même le regarder en mensuel, hein, parce que c'est tellement long terme que c'est même plutôt quelque chose qui se regarde en mensuel. Vous voyez qu'en mensuel, on a fait une mèche. Là, on est en train de se battre tout simplement avec le canal. Donc, si à la fin du mois, on clôture au-dessus, donc au-dessus des grosso modo 22 000 $, eh bien, ce sera plutôt bullish. Si par contre, on clôture en dessous, eh bien, ça voudra dire qu'on casse quand même ce canal long terme et c'est jamais une bonne nouvelle de casser un gros support. Voilà, en termes de correction, les derniers bottoms se sont faits toujours dans ce petit rectangle vert, donc ce qui correspond en termes de Fibo au 0,236, 0,282 enfin 0,236, 0,382 en Fibo en logarithmique. Là, on a cassé ce niveau, d'ailleurs, vous voyez qu'on est juste en dessous. Alors, on pourrait le réintégrer, du coup, ce serait un petit fake out. Ou on pourrait aller chercher les niveaux tout simplement par rapport au pourcentage et non pas au retracement Fibonacci. Donc les pourcentages, vous savez que on retrace des corrections de plus en plus faibles, mais c'est léger, hein, 94, 87, 84. Donc techniquement, si on suit ce pattern, ce coup-ci, on aurait potentiellement une correction aux alentours des 79-80% qui nous emmènerait dans cette zone-là, donc dans les 14-15 000 $. Donc si on devait clôturer sous ce niveau-là et également sous du coup ce niveau-là, eh bien on irait peut-être on aura peut-être droit à une dernière jambe baissière pour aller rechercher cette zone-là. Ensuite, on va continuer avec le MACD. Donc en daily, on va pas s'en occuper, vous savez qu'il y a beaucoup trop de faux signaux, on est bullish depuis ici, vous voyez, mais c'est pas pour ça qu'on est parti à la hausse. En 3 jours, c'est déjà plus intéressant, on a beaucoup moins de faux signaux. En général, quand on a des confirmations en 3 jours, ça entraîne très souvent un rebond. Et oui, je parle bien de rebond. Et on est passé bullish, vous voyez ici. Alors, hop, il est passé bullish ici. Et on est également passé bullish ici, avec le croisement ici et les confirmations avec les bougies vertes. Donc voilà, là on est passé bullish. Alors, je vous rappelle que les indicateurs, c'est des choses qui servent à confirmer le graphique. Donc si le graphique ne nous donne pas de confirmation, malheureusement, les indicateurs ne servent pas à grand chose seuls. Donc la confirmation sur le graphique, vous voyez bien qu'il faut déjà casser les 22 000 $. Et là, ce sera positif. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les confirmations justement des indicateurs. On a peut-être aussi une petite trendline. Il faut que je voie. On a peut-être une petite trendline là. Voilà. On a une petite trendline également ici. Donc, ce sera également
un niveau à surveiller et elle se situe environ aux 23 000 dollars. Je crois Head Off se situe à peu près, je pense, au niveau de pas trop loin de 0,382. En daily, bien entendu, donc de ces 0,38 là. Voilà, vous voyez. Donc, si on casse les 22 000, c'est bien, mais il faudra quand même faire attention à ce niveau-là. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, les 0,382 parce qu'ils vont se cumuler en même temps avec cette petite trendline baissière. Donc, vous voyez, ici, donc si on continue à monter, si jamais on casse et qu'on continue à monter là, il faudra quand même être très prudent aux alentours des 23 400 dollars. Hop, mais c'était pas le sujet, je voulais juste rajouter ça parce que j'avais oublié de vous en parler. Donc le MACD, c'est bullish, mais tant qu'on n'a pas de confirmation graphique, ça ne nous sert pas à grand chose. En weekly, toujours rien. Vous voyez qu'on est toujours bearish. Alors vous voyez qu'on commence à s'arrondir. Là, la chute commence à se ralentir, mais il n'y a pas encore de confirmation. Que ce soit sur le stock RSI, on est toujours en zone de survente. Donc pour avoir des confirmations, il faut passer au-dessus de la zone de survente. Et bien entendu, sur le MACD, on attend les croisements des deux lignes et bien entendu les bougies vertes. Donc pour l'instant, rien n'est fait sur le MACD. Alors, je vais parler rapidement, mais rapidement parce que c'est pas quelque chose, mais juste qu'il y en a plein qui me l'ont demandé et que vu que tout le monde en parle, on va vite fait clarifier les choses. C'est du P-Cycle Bottom. Voilà, donc alors le P-Cycle Bottom, c'est à peu près le même principe que, enfin c'est exactement le même principe que le P-Cycle classique qui marque les tops, c'est-à-dire qu'il est censé nous donner des bottoms. Alors c'est tout simplement grâce à des moyennes mobiles. Quand vous avez un croisement de moyennes mobiles, comme ici, hop, vous voyez ici, ça nous a donné, alors je suis en weekly donc forcément ça marchera pas, c'est quelque chose qui se regarde en daily. Voilà, donc le croisement des moyennes mobiles ici nous donne techniquement, vous voyez, le bottom. Et ensuite, vous avez la même chose plus tard, donc là c'était en 2015, vous avez la même chose en 2018, vous avez le croisement ici qui nous donne le bottom. Encore une fois, il a les moyennes mobiles ont croisé et ça nous donne potentiellement un bottom. On dit potentiellement pourquoi? Parce qu'il faut être très prudent avec cet indicateur, exactement la même chose que je vous avais dit avec le P-Cycle classique, donc pour les tops, tout simplement parce que il n'a pas encore été testé. Parce que, alors, on va passer au P-Cycle classique et je vais vous expliquer tout ça. Hop là. Donc, voilà, le P-Cycle classique, vous voyez que c'est quand là, ici, vous voyez, la ligne verte croise la ligne rouge. Ça nous donne le top. Soit le top, soit vraiment à 1 ou 2 jours près, mais ça nous donne le top. Ici, encore une fois, ça nous donne le top. Ici, encore une fois, le top. Et hop, dernièrement, ici, ça nous a donné le top. Oui, le top ici, le top pas ici. C'est ce que je vous dis depuis plusieurs mois, que le top s'est fait ici et que là, c'est pas un top, c'est tout simplement une flat. Donc effectivement, on a fait un plus haut, mais le top se situe ici. Il y a énormément d'indicateurs qui nous confirment ça, et notamment ce fameux P-Cycle. Donc l'indicateur a été créé quelque part dans cette zone-là. Je parle du P-Cycle top. Voilà, donc quand il a été créé, le mec, il a fait quoi? Il a fait exactement ce que j'ai fait dans les dernières vidéos que je vous ai données il y a plusieurs semaines, c'est-à-dire en étudiant des moyennes mobiles et qu'est-ce qui pourrait nous donner une indication du bottom. Voilà, et tout simplement, il a fait la même chose que moi, donc moi j'ai pris d'autres moyennes mobiles et lui tout simplement il les a mis en indicateur. Mais c'est un travail a posteriori, ça veut dire que on était là-dedans et il a cherché une confluence avec des moyennes mobiles qui nous donnerait à chaque fois un top. Et il avait trouvé du coup, grâce à Pi et ses moyennes mobiles, et bien tout simplement quelque chose qui marchait pour les 3 derniers bottoms de marché. Voilà. Mais à l'heure où je vous l'avais présenté, donc vers ici, avant qu'on ait le croisement, je vous avais dit d'être prudent justement parce que cet indicateur n'avait pas été testé. Parce qu'au moment où on était, eh bien, il avait créé l'indicateur par rapport au passé, mais on n'avait pas encore du coup eu de confirmation. Donc effectivement, on avait eu le croisement, donc je vous avais dit attention, on est peut-être sur un top. D'autres indicateurs l'ont confirmé, mais on ne peut pas se fier uniquement à cet indicateur. Donc maintenant, on sait que celui-là pour les tops, il est plutôt
assez pertinent, même si on a un nouveau plus haut, on sait que voilà, on n'est pas parti to the moon, hein, c'était juste le déroulement de la flat. Mais du coup, pour le pivot bottom, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'indicateur a été créé par ici. Il a trouvé une nouvelle confluence qui nous donnait, qui a marché 2 fois et 2 fois, c'est vraiment, très peu, hein, on ne peut pas, vraiment se fier à juste 2 de des moyennes mobiles qui sont croisées 2 fois et que ça a donné 2 fois le bottom. C'est pas pour ça que ça va marcher 3, 4, 5 ou 10 fois. Voilà, donc là, on aura justement notre test. Si, dans quelques mois ou, dans quelques années, effectivement, on voit que là, c'était le bottom, eh bien, on saura que c'est plutôt pas mal. On aura eu 3 validations, c'est déjà mieux que 2 et en plus, on aura une validation faite après la création de l'indicateur. Voilà, donc c'est, exactement comme ce que je vous ai donné, dans les vidéos, u un signal quand même intéressant qui nous dit que les 2 derniers bear market, ils sont finis justement avec le croisement de ces moyennes mobiles, mais ça ne suffit pas du tout à indiquer le bottom. Pour ça, il faut regarder, d'autres le graphique déjà. Avant de regarder les indicateurs, on regarde toujours le graphique et d'autres indicateurs. Voilà. Donc c'est un signal comme un autre, mais faut vraiment pas tout miser, sur lui, mais plutôt attendre des confirmations du graphique et des autres indicateurs. Voilà, on va pas, s'attarder plus longtemps sur celui-là. De toute façon, il y a des tonnes de vidéos qui circulent sur lui. C'est pour ça qu'on ne va pas, perdre de temps sur cet indicateur. Alors, on va aller par contre, voir rapidement le super trend. Donc on va commencer en daily. Alors je vous rappelle, en daily, en général, moi je joue pas avec le super trend, mais ça peut quand même nous indiquer un changement de tendance daily. Vous voyez quand même que alors il y a beaucoup de faux signaux, hein, comme tout le temps en daily sur les indicateurs, mais vous voyez que là, on a une belle tendance baissière et voilà, un signal daily, ça nous annonce quand même un joli rebond. Pareil ici, mais que vous voyez que ici, par exemple, on a eu un rebond assez faible. Ici, un rebond, bon, c'était un petit rebond, mais voilà, ça ne nous a pas amené tout de moon. Donc ça peut nous donner effectivement un gros rebond, mais voilà, c'est pas ça qui va nous donner un Bitcoin à 40, 50, 60 000 dollars ou plus. Bref, la résistance, ça nous donne quand même une belle zone de résistance. Et donc cette zone se situe aux 22 800 dollars, juste au-dessus de notre zone ici. Donc ça servira plus ou moins de confirmation. En 3 jours, par contre, le niveau est plus intéressant, tout simplement parce qu'il se situe aux environs des 28 000 dollars. C'est notre fameuse zone de résistance. Et par contre, en 3 jours, on a beaucoup moins de faux signaux. Vous voyez qu'en général, quand on a des signaux en 3 jours, ça nous en donne en général un rebond assez conséquent. Et vous voyez que ici, par exemple, le signal était très bon. Il est passé rouge aux alentours des 50 000 dollars et que depuis, eh bien voilà, on a quand même passé des 50 000 dollars aux 17 000 dollars. Donc beaucoup plus intéressant en 3 jours. Voilà, donc si on arrive à casser les 28 000 dollars, grosse résistance, bien entendu avec clôture 3 jours, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. En weekly, voilà, il est très haut, donc il ne va pas nous servir des masses parce que on va peut-être pas attendre les 32 000 dollars pour commencer à racheter, mais en tout cas, c'est encore plus fiable que le 3 jours et en général, ça nous donne des belles tendances haussières. Donc, on va acheter également, parce qu'on me demande souvent des updates sur le Gaussian Channel. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'updates parce que tout simplement, on va le regarder plus en weekly ou en 5 jours, mais aujourd'hui, on va se contenter du weekly. Donc, tout simplement, le Gaussian Channel, quand on est sous le canal, eh bien, c'est tout simplement la meilleure période pour accumuler du Bitcoin, si possible en DCA. Donc, vous voyez comme ici, si vous avez accumulé là, eh bien, c'était fantastique pour la suite. Pareil ici, pareil ici. Bon, là, vous n'avez pas vraiment eu le temps d'accumuler, mais vous avez peut-être pu faire des petits achats quand même. Donc, encore une fois, on est sous le Gaussian Channel, donc c'est un bon moment pour accumuler. Ceux qui préfèrent attendre des confirmations, eh bien, il faut tout simplement attendre là, les 3 confirmations. Donc, vous pouvez par exemple racheter un petit peu sur chaque confirmation. Donc voilà, on va reprendre ici par exemple, la première confirmation, c'est qu'on a eu des bougies qui ont commencé à clôturer au-dessus du bas du nuage. Ensuite, deuxième confirmation et finalement, dernière confirmation. En plus, là, c'était magnifique parce que chaque fois, vous avez eu des pullbacks. Vous voyez, pullback ici, puis ensuite, hop, on part très très haut. Encore une fois, par ici. Première confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation avec un joli pullback, et ensuite, on part en la hausse.
Ici, pareil, première confirmation, deuxième confirmation avec un joli pullback. Vous voyez, en gros, il va rechercher les hauts, résistance, on vient rechercher ici, magnifique. Et là, dernière confirmation avec un magnifique pullback. Ici, c'était vraiment très facile à jouer. Et ensuite, du coup, on fait quoi? Et on part à la hausse. Donc pareil, les plus prudents, effectivement, vous aurez le Bitcoin à un prix beaucoup moins intéressant, mais c'est beaucoup plus sûr. Donc là, à l'heure actuelle des choses, voilà, ce serait un achat si on casse les 35 000 $, un autre si on casse les 44 000, et au final, un dernier si on casse les 54 000 $. Ça vous donnerait grosso modo un prix moyen de 45 000 $. Mais voilà, prix moins intéressant, mais ça vous assurera probablement qu'ensuite le Bitcoin ira rechercher des prix bien plus élevés. Voilà, donc ça c'était pour le Gaussian Channel. Et on va finir rapidement, parce qu'on va pas pouvoir faire non plus tous les indicateurs aujourd'hui, par Ishimoku. On va commencer par le daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement une confirmation daily. Encore une fois, vous savez que moi, le daily, je m'en sers pas trop parce qu'il y a beaucoup de faux signaux, mais c'est toujours intéressant à voir. Donc, pourquoi on a des confirmations? Tout simplement parce qu'on est passé au-dessus de la Tenkan. Donc, la Tenkan, c'est la ligne bleue, c'est la plus faible, c'est le niveau le plus faible sur Ishimoku. Donc, moi, en général, je préfère attendre des confirmations plus importantes, donc de casser la Kijun, qui est, on va appeler cette moyenne mobile la plus importante sur Ishimoku. Donc là, c'est fait, on a cassé la Tenkan et la Kijun. Et on a confirmation de la lagging span. Donc, je vous rappelle, la lagging span, c'est cette ligne blanche qui est en retard de 26 périodes par rapport au cours du prix. Et la validation se fait quand la lagging span repasse au-dessus du cours du prix. Vous voyez, quand on est en dessous, c'est confirmation baissière. Et quand on repasse au-dessus, c'est confirmation haussière. Donc là, on a toutes nos confirmations. Il reste seulement le nuage au-dessus de nos têtes, le nuage qui est aux alentours des 22 500 $. Si on pénètre le nuage, en général, la règle vaut qu'on va rejoindre au moins le haut du nuage, donc vers les 25 000 $. Et si on casse le haut du nuage, on passera totalement bullish sur Ishimoku en daily. Quoi qu'il en soit, ceux qui veulent jouer avec Ishimoku en daily, eh bien, là, on a déjà un signal d'achat pour aller rejoindre au moins le bas du nuage. En 3 jours, on est en train de se battre avec la Tenkan. Si on arrive à rester au-dessus de la Tenkan, le prochain objectif, ce sera tout simplement la Kijun. Kijun, encore une fois, qui se trouve aux 28 700, 28 800 $. Ouais, exactement au niveau, tout simplement, de ces gaps. 28 800 $. Encore une fois, notre grosse zone de résistance. Donc, voilà, ce sera vraiment, c'est pour ça que c'est mon premier objectif en cas de cassure haussière. Bien évidemment, il y a la petite résistance intermédiaire que je vous ai montré tout à l'heure aux alentours des 23 300 $ avec la trendline, les 0,382, etc. Mais la grosse target, si on devait vraiment avoir un gros bond, c'est vraiment de retester cette zone-là. Donc avec la Kijun Ishimoku également. Bien évidemment, si on casse la Kijun, prochain objectif, ce sera le nuage, et ensuite le haut du nuage, et ensuite, eh bien, il n'y aura plus rien au-dessus. Donc il faudra regarder en weekly. En weekly, on a la Tenkan qui se trouve aux 25 000 $. Donc vous voyez à peu près au niveau de cette petite mèche ici. Donc 25 000 $. Et ensuite la fameuse Kijun aux 33 000 $. Mais voilà. Donc c'est intéressant. Mais on aura déjà cassé ce niveau-là. Donc ce sera déjà bullish. Si en plus on arrive à casser la Kijun, eh bien on ira fort probablement rejoindre le nuage aux alentours. Ici des 45 000 $. Et on a également ce gros plat de Kijun là. Ça sera une très grosse résistance aux alentours des 50 000 $. Donc grosso modo, si on casse là, il y a de fortes chances qu'on ait rejoindre les 45 à 50 000 $. D'ailleurs, hop, on va repasser sur ce graphique. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. On va quand même se mettre, parce qu'on a vu, on va refaire les zones de rechargement de short, à moins qu'elles soient bonnes. Non, ça me paraît bonne. Et la plus grosse. Ok, voilà, donc on n'y est pas du tout, mais au cas où. Donc, premier gros objectif, vous savez que c'est la petite zone de rechargement de short, cette grosse résistance. Si on casse, on a la zone de rechargement de short suivante, c'est-à-dire de ce mouvement-là, donc des 48 000 $ jusqu'au bas, c'est-à-dire des 36 000 à 40 000 $. Et si on casse ce niveau-là, eh bien, on a la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qui se trouve entre les 49 000 $
et les 57 000. Donc 49 000 $, 50 000 $, c'est ce que je vous ai dit par rapport justement à Ishimoku en weekly. Là, très grosse résistance. Et si on casse ce niveau-là, on ira sûrement to the moon parce que on aura cassé le bas de la zone de rechargement de short. Mais on est encore loin, donc on va pas en parler pour le moment. Voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours dans cette potentielle petite accumulation, dans ce petit triangle. Donc, je vous ferai une vidéo, je pense, je ne vais pas attendre 2 semaines ce coup-ci, je vais essayer de vous faire des updates un peu plus réguliers, au moins une fois par semaine, comme c'est prévu en juillet-août. Normalement, je vous sors une vidéo par semaine, parce que c'est un peu mes vacances. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que j'essaierai de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, mais plus régulières. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss.